Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et de la RSE. Voici le sommaire de ce jour. Un écrivain, un romancier sera mon invité dans une minute. Jean-Pierre Gou est l'auteur de la saga Siècle bleu, un thriller écologique dont le tome 2 vient de paraître. Notre débat, il portera sur les dessous de l'or éthique, recyclé, équitable, traçable, plusieurs options pour réinventer le secteur, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble les grappes. C'est une plateforme de circuit court pour les vignerons. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Bonjour Jean-Pierre Gou, bienvenue. Enchanté de vous rencontrer. Vous êtes donc écrivain, romancier, mais aussi mathématicien, ingénieur, entrepreneur. Beaucoup de casquettes. On va évidemment parler du tome 2 de ce siècle bleu, là, ombre et lumière. Mais d'abord, je voudrais évoquer l'ONG One Home. C'est quoi? Vous en êtes le cofondateur. C'est une ONG qu'on a lancée l'année dernière pour les 50 ans du jour de la Terre et qui fait suite à un précédent projet qui s'appelait Blue Turn. Et le but, c'est de proposer aux gens de vivre le même émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Aujourd'hui, il n'y a que 500 personnes qui ont eu cette chance. Ouais. On peut aujourd'hui, avec des touristes spatiaux, y aller. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Oui. Nous, le but, c'est de proposer une expérience qu'on peut faire chez soi ou qu'on peut partager dans une entreprise, dans des écoles. Donc, on met à disposition des vidéos qu'on a fait avec des artistes et on propose des images unique de la Terre, prise de 1 500 000 km par un satellite qui a la taille d'un frigo et qui regarde toujours la Terre. On a été les premiers à faire des vidéos de la Terre qui tournent en entier. Et en fait, ces vidéos, quand on les regarde avec la bonne musique et la bonne mise en conditionnement, ça procure un émerveillement. Et pour moi, c'était répondre à une question extrêmement simple. Aujourd'hui, on vit une crise des limites planétaires. Il faut l'aborder d'un point de vue global, et le pouvoir contempler notre planète en entier, ça nous donne un peu à la fois l'échiquier, mais aussi la chance que l'on a de vivre dans ce cosmos, sur cette petite planète, et c'est quelque chose qu'on a en commun, et c'était ce commun-là qu'on voulait mettre à disposition de tout le monde et de procurer une expérience d'émerveillement. Et peut-être aussi prendre conscience de la fragilité de la Terre et de notre fragilité, parce que c'est ce que Thomas Pesquet a raconté après son premier séjour dans l'espace et encore à son retour du second ou deuxième, on verra bien s'il y en a un troisième séjour dans l'espace. Mais c'est ce que disent tous les astronautes, quoi. C'est ce que disent tous les astronautes. Mais ça tient à rien du tout, quoi. Ça tient à rien du tout, et ils n'étaient pas prêts à avoir cette révélation. Et ce qu'ils voient, en fait, c'est que la Terre elle-même, en tant que planète, est solide. C'est la vie qui est fragile, quoi. Et la vie est interconnectée, et on sent cette petite couche de vie, cette petite étoffe qui vient voiler la Terre et dont on fait partie. On n'en est qu'un des constituants, et c'est ce constituant qui nous maintient tous. Et les astronautes ont été en lien parce que de leur distance, ils sont presque à l'échelle de la Terre, et c'était cette mise à l'échelle qu'on voulait mettre à disposition des gens sur le site onehome.org ou sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé avec des philosophes, des astronautes. Jean-François Clairvoy, qui est l'astronaute qui avait parti dans l'espace avant Thomas Pesquet, est un de nos conseillers. On travaille aussi avec d'autres astronautes et d'autres figures internationales de l'environnement et de l'espace pour faire sentir aux gens l'essence de cette expérience, et peut-être qu'ils développent la même conscience planétaire qu'un Thomas Pesquet. Je l'ai dit, vous êtes écrivain, mais aussi mathématicien, ingénieur, entrepreneur. C'est quoi le fil rouge de tout ça? C'est l'engagement écologique? Oui, au départ, ça part d'une anxiété que j'ai depuis l'adolescence par rapport au futur, quoi. Et donc, au départ, c'était essayer de comprendre le monde. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers des études scientifiques. Et puis, après, j'ai fait de la recherche en maths, toujours avec l'idée d'appliquer ça aux problèmes environnementaux et aux problèmes énergétiques. Puis après, j'ai travaillé pour d'autres sociétés que j'ai aidé à monter dans le domaine de l'énergie, avec l'idée de contribuer concrètement dans le système économique pour l'intégration des renouvelables au niveau européen. Et puis à côté, je me disais, c'est bien d'avoir un espace de liberté en dehors du monde de l'entreprise, qui est assez contraint, mais qui est fascinant, d'avoir cet espace de liberté, un laboratoire d'idées dans lequel je puisse tester des idées. Et c'est comme ça que j'en suis venu au roman. Mais ça a toujours été un fil rouge depuis 25 ans, l'écriture, la lecture. Et voilà, pour moi, c'est un moyen de faire une synthèse, partager des choses et de faire rêver les gens. Et donc, vous publiez Ombre et Lumière, c'est le tome 2 de la saga Siècle bleu. On est aux éditions Babel Noir, c'est ça? Oui, chez Actes Sud, c'est ça, la collection poche.
Qu'est-ce que ça raconte, cette saga ? En fait, c'est l'histoire de deux héros. Un des héros est un activiste écologique qui crée une ONG, mais clandestine, c'est-à-dire un petit peu comme Sea Shepherd, mais clandestine, qui va ennuyer les États ou les entreprises qui sont des destructeurs du monde. Et il espère arrêter cette espèce de bulldozer qui va peut-être détruire le vivant. Et cet astronaute cet activiste se retrouve pris dans un complot d'État entre la Chine et les États-Unis, et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et il se retrouve ennemi public numéro 1, et de devoir percer ce secret d'État pour pouvoir déjà survivre. Et en révélant ça, il démarre une révolution qui s'appelle la Révolution bleue, qui devient planétaire. Donc il y a des pro-Gaïa, c'est le nom de cette organisation, des anti-Gaïa, et petit à petit, ça devient planétaire. Et pour que cette révolution ne devienne pas violente, en fait, il y a une couche poétique qui est liée à son meilleur ami, qui est justement astronaute, qui est un peu le même émerveillement que celui qu'on cherche à faire partager avec One Home. Et cet astronaute qui s'appelle Paul Gardner, lui, rêve en voyant la Terre depuis l'espace. Il est sur la Lune, il est bloqué sur la Lune, il attend qu'une mission de secours vienne le secourir. Et il y a des milliards de personnes qui l'écoutent, et ils partagent le même type de message que ceux que partage Paul Gardner. Et le fait de voir ces éco-activistes qui finalement luttaient pour une noble cause, qui sont pourchassés, et le regard de cet astronaute, ensemble, ça forme les ingrédients de cette révolution bleue, qui est une révolution des consciences. Est-ce que la fiction, vous diriez que c'est un levier efficace pour faire passer des messages environnementaux ? Je pense par exemple au succès du film Don't Look Up. Ah oui, c'est un excellent message. On est structuré aujourd'hui par des histoires qui ont été racontées, qui sont devenues des histoires collectives. Tout le monde est structuré autour de croyances qui sont basées sur des histoires, que ce soit l'argent, que ce soit certaines religions, que ce soit d'autres choses. Et donc, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des grandes histoires communes à l'humanité il y a qui ont été racontées histoires, mais il y a des grands mythes. Mais en tout cas, la façon dont notre être est structuré, nos croyances sont structurées, ça part des histoires et ça part des rêves aussi. Et donc, les histoires, à petite échelle ou à grande échelle, peuvent être des accélérateurs de changement de conscience, parce que derrière, c'est nos systèmes de croyances qu'on doit faire changer. Et le roman, pour moi, c'est une manière de recréer le réel et de montrer aux gens quel pourrait être un autre futur si certaines choses advenaient. Et moi, j'ai essayé de faire des romans qui soient des utopies réalistes, c'est-à-dire qui prennent comme base de départ le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les défauts et les qualités des humains, avec la complexité du monde actuel, donc à la fois son cadre, enfin l'état actuel des désordres, mais aussi des ferments, des germes que vous montrez très bien dans votre émission, de toutes ces choses qui sont prêtes à germer, et de les montrer comment tout ça, ça pourrait se combiner, s'enclencher et donner autre chose. Donc c'est vraiment, pour moi, un simulateur de réalité, un roman avec comme contrainte la vraisemblance, c'est-à-dire il faut que pour moi, ça ait l'air d'être un scénario vraisemblant, et surtout pour les lectrices et lecteurs, qu'ils se disent, mais oui, ça serait possible. Ouais. Cette campagne présidentielle, elle place pas vraiment les enjeux environnementaux au cœur des débats. Comment vous l'expliquez, alors qu'il y a de plus en plus de Français qui s'engagent par leur choix de consommation, leur choix professionnel, d'orientation professionnelle ? Après, c'est une question de débat politique. Si vous voulez capter l'attention des gens, vous pouvez soit les capter par les peurs, soit par les rêves, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de candidats qui ont décidé d'aller sur les peurs, et donc d'aller sur un certain nombre de choses qui font peur aux gens et de capitaliser là-dessus. Et je pense qu'il serait temps que les écologistes, et ils le font déjà un petit peu, mais qu'ils le fassent encore davantage, qu'ils deviennent le parti du futur et le parti du rêve. Et à ce moment-là, on proposerait autre chose aux gens. C'est-à-dire, c'est les deux. On peut toujours jouer sur les deux, c'est-à-dire le rêve ou la peur. Et aujourd'hui, ils sont dénigrés. C'est plus facile de parler en négatif de l'écologie parce que ça veut dire du changement. Donc oui, mais c'est aussi parce que la transition, elle est forcément rude. Voilà. Si on veut qu'elle soit efficace, cette transition écologique, économique, elle est rude. Voilà. Donc le mieux, c'est de la nier, comme dans le film Long Loop Up, de dire qu'il n'y a pas à la faire ou que ça n'existe pas. Comme ça, les gens qui se disent « Oh là là, il y avait tout ça à faire, finalement, on n'a pas à le faire. » Et on va voter pour des gens qui nous proposent de ne rien changer. Et alors que dans le reste, ce qu'il faut montrer, c'est que cette transition, qui nécessite des efforts, elle peut nous amener vers un monde merveilleux. Et si on la fait avec des valeurs communes et une fraternité universelle, on peut arriver à une transition qui est joyeuse, quoi. L'Institut des futurs souhaitables, c'est quoi ça ? Alors c'est un institut dont j'ai l'honneur d'être président, qui est un institut de formation qui forme une centaine de personnes par an à la prospective, avec l'idée de donner aux gens une idée des signaux faibles actuels qui pourraient passer à l'échelle
industriels dans les prochaines années, d'identifier les signaux faibles qui soient plutôt positifs et de leur donner les outils pour les faire advenir. Donc on a des entrepreneurs, des journalistes, des gens de partis politiques, des artistes qui font cette formation. Il y a 50 personnes qui sont formées par semestre et on forme un écosystème de plusieurs milliers de personnes dans tous les domaines de la réinvention, que ce soit l'agriculture, la politique, l'énergie, et on essaye de constituer un réseau de conspirateurs positifs pour travailler ensemble pour faire advenir des conspirations qui soient positives, quoi, justement. Tiens, un signal faible là, qui est en train de... Parce que nous, je pense qu'ici, on est un peu une vigie aussi, mais qu'est-ce que vous mettez en avant ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le domaine de la physique aujourd'hui qui nous montrent qu'on est tous interconnectés. Et ça, c'est quelque chose, on avait vraiment l'illusion qu'on était tous séparés. Et je crois que de plus en plus, on va se rendre compte que tout ce réel est interconnecté. Dans la science, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens. Et quand on aura vraiment compris ça, que mes actions ont un impact sur vous, que vos actions ont un impact sur moi, et qu'on sera non seulement interconnectés, mais interdépendants, il y a quelque chose un nouveau paradigme scientifique qui peut advenir. Et souvent, les changements de conscience viennent de basculements de paradigmes scientifiques, et moi, je regarde beaucoup ça en ce moment. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Gou d'être venu partager votre vision de l'écologie, de la transition, et donc nous parler aussi de Siècle bleu, ombre et lumière. C'est le 2e tome, de cette saga publiée chez Babel Noir. Merci beaucoup. Merci On passe beaucoup. tout de suite à notre débat, l'or éthique au programme. Et pour ce débat, je vous présente tout de suite mes invités. Patricia Pereda, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Rosa Maitea. À vos côtés, Patrick Schein, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, affineur de métaux précieux et président de Gold by Gold. Je voudrais comprendre ce que vous faites l'une et l'autre. Pour commencer, présentation de vos entreprises. Rosa Maitea, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, tiens, d'ailleurs ? Rosa Maitea, ça veut dire la bien-aimée en basque. Okay. Je suis originaire du Pays basque de Bilbao. Et Rosa, quand j'ai commencé à créer la marque, c'est ma maman qui nous a quittés. Et donc, j'ai décidé de lui rendre un hommage en incluant son nom dans la marque. Donc, Rosa Maitea, ça veut dire Rosa, la bien-aimée en basque. Et donc, c'est de l'or et des diamants recyclés, c'est ça ? Exactement. J'utilise de l'or recyclé, diamants recyclés, et aussi des pierres, des couleurs qui viennent de 2 mines de Tanzanie. Donc, dans mon cas, je tiens à cœur de dire que ma marque, c'est marque 100% traçable. Cette filière or, diamant recyclé, elle existait déjà quand vous avez décidé de créer Rosa Maitea. Elle en est où, en quelque sorte ? Et elle existait déjà, oui, quand j'ai commencé. En revanche, ça fait 7 ans que je suis dans le secteur de la joaillerie. Et il y a 5 ans, quand on faisait plein de collections dans la marque pour laquelle je travaillais auparavant, il n'avait pas forcément de filière de joaillerie, de l'or recyclé. À ma connaissance, mais peut-être il en avait, mais on ne les connaissait pas. On n'était pas au courant de cette filière. Et c'est assez récemment qu'il y a beaucoup de filières qui se sont créées pour le recycler. C'est effectivement une prise de conscience qui se généralise. Patrick Schein, c'est quoi Gold by Gold ? Nous, on est négociants et affineurs de métaux précieux avec la particularité qu'on fait de l'or tracé. Donc on fait de l'or tracé qui soit recyclé. Bon, ça existe depuis longtemps, l'or recyclé en Europe. Et on fait de l'or tracé artisanal, responsable, à partir de mines qui sont certifiées, surtout en Amérique du Sud, qu'on va sourcer, qu'on va ramener, qu'on va affiner, qu'on va mettre dans une forme qui est utilisable par les maisons de monnaie, par les joailliers, et qui pourront donc réclamer le fait que ce soit tracé depuis la mine et extrait de manière responsable, depuis de l'artisanat minier. Alors justement, si on parle d'or équitable, c'est quoi les critères, si on rentre un peu dans le détail, les critères d'un or qu'on peut définir comme équitable ? La mine a un impact environnemental, quel que soit le minéral que vous extrayez. Donc aujourd'hui, les standards qui existent sont faits pour assurer que l'or a été extrait de manière légale, ça c'est quelque chose qui est important, dans le respect et dans l'atténuation des impacts écologiques au maximum, donc avec l'utilisation de produits chimiques qui sont tout à fait régulés et contrôlés, sans travail des enfants, dans les conditions de sécurité, avec des conditions de transparence économique dans les échanges, des prix minimums et des primes. Voilà, donc tous ces critères-là sont établis par différents standards. Nous, on utilise le standard Fairmind qui permet d'assurer à l'utilisateur et au consommateur d'avoir
cette traçabilité et deux, ces conditions d'extraction. Ouais. Alors je voudrais voir qu'est-ce qui vous rassemble et qu'est-ce qui vous différencie d'une certaine façon, si on dit or traçable d'un côté, équitable et or recyclé de l'autre. Qu'est-ce qui vous rassemble? Vous diriez quoi? La démarche peut-être, l'envie de trouver des solutions ou de réinventer un peu le secteur? Oui, exactement. On nous rassemble l'envie de faire les choses meilleures. En fait, c'est respecter plus l'humain, respecter plus la nature et ne pas laisser que les grandes corporations fassent son métier d'une manière trop impactante pour l'humain et pour la nature, pour la planète. Et moi, dans mon cas, en effet, ce que je voulais, c'est de créer des bijoux qui soient moins impactants pour l'humain, pour la planète possible. Et donc, je trouvais cette solution qui était difficile à trouver parce que, l'or recyclé et les diamants que j'ai réutilisés, je sais que, là, c'est le sujet de l'or, mais pour moi, c'était important d'avoir une vision globale de comment on peut faire des bijoux qui sont de capsules d'amour, on va dire, d'une manière la plus respectueuse possible. Mais en effet, c'est important d'améliorer ces secteurs, de donner plus de lumière à un secteur qui est très opaque et de faire sortir la vérité, en fait, de comment ça fonctionne. Vous avez discuté forcément un peu dans les coulisses de l'émission avant que ça démarre. Patrick Chahine, qu'est-ce qui vous différencie? Parce que l'or recyclé, vous dites quoi? Il peut avoir été produit dans des conditions déplorables, c'est ça? C'est possible. Je vous explique. Il faut revenir un peu aux basiques. Allez-y. Donc l'or, ça fait 6000 ans que c'est extrait, et l'or, ça ne se consomme pas, ça s'accumule en fait. Et après, vous le changez de forme. En 6000 ans, vous pouvez changer 300 fois de forme un bijou, puisqu'un bijou a une durée de vie de 20 à 30 ans. Il y a 200 000 tonnes d'or en stock aujourd'hui, ce qui est 65 années de production minière. Mais cet or-là sort de la mine. Et en fait, 50% sont dans les boîtes à bijoux, 40% sont dans les coffres-forts des banques ou sous les matelas en pièces ou en lingots, et une dizaine et 10% dans des cartes SIM dans l'électronique où, par exemple, il y a 7 kilos d'or sur le dôme des Invalides. Ouais. C'est un autre exemple. Donc tout ça se recycle depuis 6000 ans et se régénère. D'accord ? Le fait de n'utiliser que cet or-là, en fait, vous allez exclure les mines. Mais dans le secteur minier, d'accord, vous avez quand même le secteur minier artisanal, qu'on connaît un peu en France, puisqu'on a vu qu'en Guyane, il y a quand même des problèmes avec cet or-là. Mais il y a tout un pan de ce secteur qui est responsable et qui font les choses bien. Mais qu'est-ce qu'il représente? Il représente quel pourcentage? Il représente 20% de la production minière, mais il représente 90% de l'emploi. Ça veut dire que quand vous achetez un kilo d'or artisanal, vous faites vivre 250 fois plus de personnes derrière que quand vous achetez un kilo d'or industriel. Donc derrière, vous faites vivre ça. Et en stigmatisant ce secteur qui sait faire de l'or responsable. Je vais vous donner un exemple. Quand le comité Nobel se réunit et veut choisir un or pour faire la médaille du prix Nobel de la paix, il utilise un or artisanal responsable. Pareil pour le Festival de Cannes, il utilise pour ses palmes cet or-là, et j'espère bien que Paris 24 va, pour ses médailles d'or, utiliser cet or-là, parce qu'il y a quelques dizaines de kilos d'or, et j'espère que Paris 24 utilisera un or artisanal responsable. Donc c'est un or d'excellence, c'est un or qui fait travailler des gens et qui peut être fait dans le respect de l'environnement et avec un fort impact social. Donc quand vous choisissez une solution unique, comme le recyclage, qui existe depuis 6000 ans, ben vous excluez de l'accès au marché tout ce secteur-là. Et là, je pose une question, est-ce éthique d'exclure une partie? Cette partie-là, oui ou non? Je laisserai les gens y répondre tout seuls. Donc, pour moi, je pense que la démarche de Madame, ce qui nous réunit, c'est la traçabilité. La réponse à laquelle il faut répondre aux consommateurs, c'est d'où vient mon or. L'or recyclé a des trous dans la raquette. Pourquoi? Parce qu'on considère, il y a différentes définitions, et un or qui est dans une mine... qui est sorti d'une mine il y a un mois, peut se retrouver dans de l'or recyclé un mois après, parce qu'il suffit de le fabriquer, il y a des déchets de fabrication, etc. Mais en fait, l'or, c'est pas un déchet. Un déchet, c'est quoi? C'est un produit dont on n'a plus d'utilité et qu'on jette. Vous connaissez des gens qui ont jeté de l'or? Moi, j'en connais pas. Il n'y a que 2% de l'or qui a disparu depuis 6000 ans. Donc tout ça pour dire que pour être responsable, un secteur doit intégrer de l'or minier également, et il existe de l'or minier responsable. Donc moi, ce que j'invite le secteur, c'est d'utiliser à la fois du recyclé, mais aussi d'intégrer de l'or responsable artisanal. Patricia Pereda, qu'est-ce que ça vous inspire, ce discours? Ça m'inspire qu'il a une cause très claire et très respectueuse
vertueuse, enfin c'est une cause magnifique qui est vraiment préserver l'extraction de l'or et tous les travaux qui vont avec et tous les emplois. Dans mon cas, mon choix était différent. Enfin, je connais... Je sais qu'il y a certaines mines qui ont énormément amélioré ces conditions de travail et s'appuient à la communauté grâce à des organisations comme la vôtre. Mais en revanche, moi, j'ai connu des mines qui sont dans des états mais déplorables en utilisant des matières comme le mercure, etc. J'ai vu des mines illégales qui m'ont vraiment fait ouvrir les yeux et j'ai pris le choix, j'ai pris la décision consciente de chercher, d'utiliser des l'or qui étaient déjà sur la terre et ne plus miner. Voilà, c'est mon choix, car comme je dis au début, je voulais faire des bijoux. Ouais. Mais la question de la traçabilité, elle est intéressante, effectivement, parce que est-ce qu'on a la garantie que cet or recyclé que vous utilisez, il n'a pas été extrait d'une mine, finalement, telle que vous nous les décrivez il y a 6 mois? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, après, il y a des certificats et après, il y a les certificats RJC, Custody of Chain. Il y a des certificats qui certifient que cet or a été tracé. Il y a des entreprises qui auditent cette manipulation de l'or et il faut les croire, en fait. Oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Je ne peux pas absolument tracer un par un. C'est ce que mon fabricant et mon fournisseur fait. Mais ils sont énormément des certificats qui certifient que ce qu'ils font, c'est vrai. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est la question des labels. Et c'est vrai pour tous les secteurs, pas seulement pour la joaillerie ou l'or. On a parfois, nous, consommateurs, du mal à s'y retrouver. Il y a des labels qui peuvent nous garantir qu'un or a été produit dans de bonnes conditions et qu'un or recyclé, effectivement, a été lui aussi produit dans de bonnes conditions. Alors, concernant l'or artisanal, moi, je suis un des fondateurs d'une ONG qui s'appelle l'Alliance pour la mine responsable, qui a édité les standards Fairmine. C'est quelque chose qui a été mise en place en 2014, d'accord, et qui garantit, selon des standards qui sont audités par des tiers certificateurs, la chose. Ensuite, vous avez un système de reporting à chaque étape, d'accord, et une tour de contrôle qui va identifier tous les problèmes. Ensuite, vous avez des audits annuels sur les mines, sur les différents affineurs et acteurs qui assurent une intégrité de la chaîne. Donc ça, ce sont des certificats qui sont là. Sur l'or recyclé, oui, il y a des labels, mais bon, quand vous voyez que vous avez par exemple les rebuts de fabrication qui sont inclus dans l'or recyclé, ou que le marché de Londres, le plus grand marché du monde, inclut l'or financier dedans. C'est quoi l'or financier? C'est du lingot d'or, c'est un lingot d'or. Or, un lingot d'or n'est pas un produit de consommation, c'est un produit de thésaurisation et c'est une valeur. Et l'autre exemple que j'ai concernant l'or recyclé, c'est que c'est pas parce que vous allez décider d'utiliser de l'or uniquement recyclé que vous aurez un impact sur moins de mines. Parce que la mine, de toute façon, l'or, il y a une caractéristique unique dans l'or, c'est une monnaie. Donc elles vont continuer de tourner. Donc elles vont continuer de tourner. Donc c'est pas la même chose que du vieux papier, que du vieux chiffon, que des vieilles choses. Ça veut dire que la mine, elle va tourner quoi qu'elle arrive, parce que le prix de l'or, ce n'est pas la bijouterie qui le fixe. C'est un marché. C'est une monnaie. C'est une monnaie. Donc je pense que la solution, c'est la traçabilité, comme fait Madame, et je vous félicite là-dessus. Mais c'est d'essayer justement de dire voilà, on a des stocks d'or, il faut les utiliser, mais essayons d'intégrer également de l'or minier responsable, et surtout de l'or à fort impact social. Bien sûr, pour faire grandir effectivement cette part de l'or minier responsable. Pour ne pas les exclure, vous ne pouvez pas être responsable en excluant des gens. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir vos solutions respectives. On passe tout de suite à Smart Ideas, on va parler de vin avec les grappes. Je vous présente dans ce Smart Ideas Loïc Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'entreprise qui s'appelle Les Grappes. Vous l'avez créée quand et puis surtout avec quelle idée? Donc c'est une société qu'on a lancée en 2014 avec l'idée de faciliter l'achat en direct auprès des vignerons récoltants. Et en fait, les grappes aujourd'hui se positionnent comme un circuit court de vignerons récoltants. Ouais. Ça marche comment? C'est quoi? C'est une plateforme en fait? En fait, ce qu'on dit aujourd'hui dans le e-commerce, c'est que ça fonctionne comme une place de marché, et en anglais une marketplace. Et donc nous référençons des vignerons sur notre plateforme, on en a aujourd'hui 1200. Et notre objectif, c'était de lever les barrières ou les irritants à l'achat de vin en direct auprès des vignerons. Et il y avait deux grands irritants quand on a lancé les grappes, c'était
la partie logistique, parce que les vignerons ne savaient pas expédier du vin par petite quantité, la barrière effectivement du paiement, parce qu'ils n'avaient pas de solution e-commerce au sein des domaines. Ça, c'était le constat de départ, en quelque sorte. Et donc, l'idée, c'était quoi? C'était d'ouvrir l'accès à ces vignerons, aux particuliers, mais aussi au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors ça s'est fait dans un deuxième temps. Effectivement, le constat de départ, c'était de se dire qu'il y avait des super vignerons, qui avaient des vins extraordinaires, mais quand on voulait acheter du vin auprès d'eux, ils disaient il faut payer par chèque et il faut commander minimum par 24 ou 30. Et à l'ère d'Amazon, clairement, c'était plus très adapté. Donc, il a fallu un peu revoir, effectivement, adapter des solutions modernes à une filière qui n'avait pas forcément beaucoup évolué sur ces sujets-là. Donc, on a lancé effectivement le site lesgrappes.com avec la volonté de permettre aux particuliers d'acheter auprès des vignerons récoltants plus facilement. Et en 2017, on a lancé une plateforme qui, sans grande originalité, s'appelait Les Grappes Pro, à destination des cafés, hôtels et restaurants. D'accord. Et comment ça marche? Ça marche, ça? Il y avait une demande de la part des restaurateurs, des cafés? En fait, c'est un développement très important qu'on a eu jusqu'au 16 mars 2020, où effectivement le développement est un peu plus compliqué à cause du Covid. Mais clairement, les irritants sont les mêmes. C'est qu'aujourd'hui, pour les restaurateurs, ils veulent acheter du vin en direct des domaines, mais les vignerons aujourd'hui ne sont pas forcément outillés, équipés pour travailler avec autant de clients directs. Donc en fait, aujourd'hui, sur notre plateforme, on permet à un restaurateur d'acheter auprès de milliers de vignerons. On s'occupe de la partie logistique, de la partie comptable, et on est le tiers de confiance sur la partie paiement. Parce qu'effectivement, pour un vigneron, aujourd'hui, c'est très compliqué d'envoyer du vin sans être payé en amont auprès d'un restaurateur. Voilà. Et nous, chez Les Grappes, on est effectivement outillés avec un système de paiement pour pouvoir s'assurer que le restaurateur un bon scoring ou pour être réglé dans les temps. Vous êtes un bon poste d'observation de l'évolution évidemment de la production. Est-ce que vous voyez le vin bio ou en biodynamisme, pas tout à fait la même chose, vraiment progresser au fur et à mesure des années? Alors on voit, effectivement, on a une très forte demande aujourd'hui sur la partie des vins bio, des vins de nature également. Et sur la partie de la restauration, on voit qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui demandent, puisque c'est une demande de leurs clients, des vins bio et des vins nature. Ce qui est compliqué, c'est que les clients, en tout cas dans les restaurants, veulent des vins bio ou des vins nature, mais sans avoir les travers des vins bio et des vins nature, sans avoir la déviance. Voilà. Donc il faut avoir la qualité de conservation adaptée à ces vins qui sont quand même un peu plus compliqués que des vins conventionnels en termes de conservation. Vous faites aussi de l'œnotourisme. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez exactement? En fait, on se positionne comme un acteur de service à destination des vignerons. La partie distribution, qui est notre métier, on va dire, historique. Et on veut également permettre aux particuliers de mettre au sens propre, au sens figuré, un pied dans les vignes. Donc en fait, sur notre site, il y a une plateforme qui s'appelle Visite et qui permet aux particuliers de réserver des prestations œnotouristiques au domaine. Il y a 300 vignerons qui ont ouvert des séjours et des prestations œnotouristiques sur Les Grappes. Vous en êtes où de votre développement? Vous êtes présent en France, ailleurs? Vous en êtes où? Alors, on a démarré en 2014. Les Grappes va faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et là, on vient d'ouvrir un pays qui est l'Italie, il y a quelques semaines. On ne duplique pas le modèle Les Grappes en Italie. En revanche, notre idée, c'est d'embarquer nos vignerons français, de les amener à l'export. Puisque pareil, c'est un développement en fait qui est assez logique. On a fait les particuliers, on a développé notre activité auprès des cafés, hôtels, restaurants, et on a de la demande à l'export. Donc en fait, on suit la demande de nos clients. Et le premier marché sur lequel on concentre nos efforts, c'est le marché italien. Merci beaucoup, merci Loïc Tanguy, à bientôt sur Bismart, évidemment à consommer avec modération. Je le dis quand on parle évidemment d'alcool dans cette émission, je n'oublie jamais le petit message. Merci à toutes et à tous, je remercie également César Voyer qui était aux manettes à la programmation et à la production de cette émission. Un gros bisou à Joséphine Dacoury. Carla Perruchon était à ses côtés aujourd'hui, Kenny Dellenbach à la réalisation, Michael Fristo au son. Salut.